Salut à tous et bienvenue dans 100%. Alors pour commencer, je vais raconter ma vie. Cet été, j'ai assisté au mariage d'un couple d'amis et pendant les mariages, on prend des photos. Et moi, depuis que je suis rentrée du Japon, j'ai l'habitude de faire un V quand on prend en photo. Et ce qui m'a étonné, c'est que les gens se demandaient mais pourquoi tu fais un V? Et c'est vrai qu'à la base, en France, c'est pas une coutume très fréquente de faire des V sur les photos, alors qu'au Japon, le V, c'est spontané. Et je me suis demandé pourquoi les Japonais font un V quand on les prend en photo. J'ai justement trouvé un article du Times qui en parle, et pour ceux qui l'auraient pas lu, je vous en fais un résumé dans ce 100% où il y aura la critique de Disney Magical World, pourquoi on est là, debug mode, mais d'abord on regarde les news. On blague souvent sur le fait que les geeks n'aiment pas beaucoup le soleil. Pour le scientifique de One Upon Light, ce n'est pas simplement une histoire de goût, mais carrément de vie ou de mort. Quand il se réveille au fin fond d'un complexe scientifique, il se rend vite compte que la moindre exposition à la lumière ne va pas bien se passer pour lui. Pour avancer dans le dédale qu'il découvre, il faudra donc qu'il profite du moindre cône d'ombre qu'il peut trouver. Heureusement, la technologie est là pour le sauver. Grâce à une sorte de sonar, le Shadow Echo, il pourra faire ressurgir l'ombre de n'importe quel élément physique pour se créer un passage à l'abri de la lumière. L'aventure monochrome développée par l'équipe de SUTD, Game Lab, basée à Singapour, a l'air des plus intrigantes. Cela devait arriver. À force de se dépenser sans compter dans des combats depuis si longtemps, les personnages de Street Fighter n'arrivent plus à sortir de coups spéciaux. Plus le moindre petit Hadoken, la misère. C'est là que le valeureux joueur muni de son smartphone va pouvoir les aider dans Street Fighter Puzzle Spirits. Il faudra enchaîner les combos dans un puzzle game pour permettre aux combattants des rues de remplir leur jauge de spirit. Comment ça ressemble à Puzzle & Dragons? Oui, c'est vrai, un peu, beaucoup. Mais ce n'est pas bien de juger trop vite par le biais de seulement quelques images. Après un passage du premier épisode sous plusieurs formes et sur plusieurs consoles dans le courant de l'été 2013, Stealth Inc., développé par Curve Studio, revient pour un second épisode sur Wii U dans quelques temps. Le maître mot sera toujours infiltration, avec la possibilité de savoir à chaque instant si on est en train de se faire repérer ou non. Mais cette fois, le jeu empruntera la forme du Metroidvania en accentuant l'aspect exploration. Une des nouveautés marquantes sera également l'utilisation de nombreux clones alliés qui pourront servir à contourner les différents pièges, plus mortels les uns que les autres, cela va de soi. Une des premières sources d'origine du V dans les consonnes japonaises remonterait à 1968 et au manga Kyoji no Hoshi, l'étoile du géant, à propos d'un joueur de baseball qui s'entraîne avec son père ultra sévère. Et il y a une scène bien connue où son père lui lance un V de la victoire juste avant un grand match comme signe d'encouragement. Peu après ce manga, il y a eu la série Sign wa Vi, le signe V, où les protagonistes ont fait du V leur signe fétiche. Donc voilà pour les premières pistes d'apparition du V. Maintenant on va regarder la critique de Disney Magical World préparée par Emmerich. Il était une fois, il y a fort longtemps, des petits objets rectangulaires appelés cassettes vidéo. On raconte qu'elles donnaient à leurs utilisateurs le pouvoir d'échapper à l'ennui. Un pouvoir bien pratique, en particulier lors des week-ends pluvieux. Il existait de nombreux types de cassettes, mais celle apposée du sigle Disney était empreinte d'une espèce de magie pour les jeunes. Elle pouvait, semble-t-il, les hypnotiser durant plus d'une heure en leur faisant vivre des aventures pleines de chansons joyeuses et d'animaux qui parlent. C'est grâce à elle que les enfants de l'époque apprirent par cœur les paroles de Hakuna Matata, de Sous l'océan ou encore de Ce rêve bleu. Et c'est par leur intermédiaire qu'une grande partie d'entre eux fit la connaissance de Mickey, de Cendrillon, d'Alice et autres Winnie l'ourson. Mais les années ont passé et cette période de l'histoire où Internet n'était qu'un vague concept futuriste a pris fin. À l'ère des YouTube, des Pixar et des Blu-ray, les VHS ont totalement disparu et les enfants d'alors sont devenus des adultes en bonne et due forme. D'ailleurs, il est possible que vous soyez l'un d'entre eux. Il est aussi possible que vous conserviez de bons souvenirs de ces moments passés devant votre bonne vieille télé cathodique. Du coup, quand Disney vous a proposé de replonger dans son univers, mais cette fois-ci à travers un jeu de simulation sur 3DS, c'est avec une curiosité mêlée de nostalgie que vous avez accepté son invitation.
Vous voici donc au village enchanté, un monde aux mille et une splendeurs où tous les rêves deviennent réalité. Dans ce lieu évoquant étrangement un certain parc de Marne-la-Vallée, Dingo, Picsou et sa bande vivent paisiblement avec d'autres Mii. L'ambiance est plutôt décontracte, tout le monde déborde de joie et semble particulièrement heureux de vous avoir comme nouveau voisin. À votre arrivée, Mickey en personne a même pris soin de vous offrir un tout nouveau chapeau en guise de cadeau de bienvenue. Tandis que sa copine Minnie a insisté pour vous offrir des fringues dans une des boutiques du coin. Il faut dire qu'au village enchanté, on ne badine pas avec le style. Ici, tout le monde est branché mode et la communauté apprécie les fashionistas dans votre genre. En vous baladant, vous remarquez que la paisible bourgade est totalement autonome. Les poissons pullulent dans les points d'eau, les fruits pleuvent des arbres et tous les petits commerces fonctionnent à plein régime. Enfin, tous les petits commerces, sauf le café, fermé depuis un certain temps. Jadis, le café était le lieu le plus fréquenté de la ville. Mais depuis que l'ancien propriétaire s'en est allé, personne n'a eu le courage de reprendre les rênes de l'entreprise. Afin de trouver un nouveau manager digne de ce nom, le roi a donc mis en place une épreuve façon Excalibur. Quiconque parviendra à ouvrir le coffre situé dans la salle du trône deviendra le nouveau propriétaire du café. Le problème, c'est que pour le moment, aucun villageois n'a réussi à accomplir cet exploit. À vrai dire, les habitants du village enchanté sont tous très sympas, non vraiment. Mais soyons honnêtes, ils ne sont pas très dégourdis. Systématiquement, ces derniers vous demandent d'accomplir des tâches à leur place, comme aller récolter un objet ou aller récolter un autre objet. Plein de zèle, vous acceptez leurs requêtes ingrates sans jamais broncher. D'une part parce que bizarrement vous trouvez ça fun, et d'autre part parce que vous obtenez de jolis autocollants à chaque fois que vous remplissez des objectifs. Qui sait, collecter assez de stickers vous servira peut-être à ouvrir le fameux coffre. Bingo! Votre intuition était bonne et le roi a fait de vous le nouveau propriétaire du café. Petit à petit, vous vous intégrez à la ville et notez que l'altruisme y est fortement récompensé. Tant mieux pour vous, vu le nombre de galères dans lesquelles se retrouvent chaque jour les habitants. En aidant votre prochain et en réalisant diverses actions, votre carnet d'autocollants se remplit. Cela vous donne progressivement accès à de nouvelles zones et vous permet de fabriquer de nouveaux objets et vêtements. Dans cette ville verte, le craft est en effet une composante essentielle de l'économie. On s'attache à recycler à peu près tout ce que l'on peut trouver. Car comme dans un certain Animal Crossing, le royaume et ses abords fourmillent de matériaux et de matières premières à ramasser. En associant les bons ingrédients chez les artisans du village enchanté, vous pouvez créer plus de 1000 objets, comme des vêtements esthétiques ou utilitaires, ou de la décoration pour le café dont vous êtes le nouveau boss, sachant qu'une cohérence de style vous apportera plus de clients, et donc plus d'argent. Car oui, depuis que vous êtes le maître des lieux, le café est devenu votre principale source de revenus. Fini le troc peu rentable chez Picsou, où vous vendiez pour quasiment rien les pommes et les bûches que vous aviez dégotées dans la rue. Vous êtes désormais un entrepreneur, un vrai. Et comme on dit chez nous, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui réfléchit, entre autres, en termes de risque. Pour le coup, vous en prenez pas mal, en tentant de surprendre vos clients à coups de nouveaux plats fantastiques, de nouvelles chaises hawaïennes et de nouveaux uniformes pour vos employés. Vous avez constamment envie de changement et votre soif d'inspiration vous pousse à aller chercher de nouvelles recettes dans des endroits de plus en plus reculés. On vous dit brave, on vous dit aventurier, et un mage vous a même chargé de débarrasser le pays de Cendrillon de Winnie l'ourson et d'Alice au pays des merveilles des fantômes qui ont commencé à apparaître. Fidèle à vous-même, vous acceptez la mission, ravi de rendre service aux stars de Disney tout en récoltant de précieux matériaux pour votre commerce. Ça y est, vous êtes devenu un citoyen d'honneur du village enchanté. Aladdin, Hercule et compagnie viennent régulièrement vous rendre visite et les recettes du café sont suffisamment élevées pour vous permettre d'aller flâner à droite et à gauche. Quand l'envie vous en prend, vous partez à la pêche avec Donald, allez planter quelques graines dans le jardin de Winnie ou allez voir comment sont décorés les autres cafés du monde. Vous êtes maintenant un peu plus libre, car depuis votre arrivée, c'est la collection d'autocollants qui dirigeait votre quotidien. Un peu trop peut-être, car vous auriez apprécié découvrir les subtilités de la ville dans un ordre un peu moins déterminé à l'avance. En jetant un œil à votre carnet de stickers, vous remarquez que celui-ci est loin d'être complet, ce qui signifie que le village a encore beaucoup à vous offrir. Pourtant, moins d'un mois après vous être installé, la lassitude commence à vous gagner et vous avez l'impression que plus rien n'arrivera à vous surprendre. Après tout, vous n'avez jamais été un grand collectionneur et cette vie de constant crafting n'est pas la vôtre. C'est dommage, car si tel avait été le cas, vous seriez sans doute resté de longs mois supplémentaires ici, occupé à rechercher les moindres recettes et patrons de couture.
Avant de quitter définitivement les lieux, vous faites donc le point sur votre séjour. Vous vous rendez compte que malgré quelques moments répétitifs, vous ne regrettez pas d'être venu. Cela vous a fait grand bien de revoir les héros de votre enfance et vous êtes très fier d'avoir redonné au café ses lettres de noblesse. Finalement, votre séjour ici fut court, mais agréable. Et puis il a le mérite de vous avoir rappelé cette charmante époque où vous dépensiez tout votre argent en Picsou Magazine et en autocollant Panini. Une autre théorie expliquant la propagation du signe de la victoire au Japon remonterait aux Jeux Olympiques de 1972 qui ont eu lieu à Sapporo. Il y avait alors une patineuse sur glace du nom de Janet Lynn qui était pressentie comme favorite pour remporter la médaille d'or. Mais elle est tombée lors de son passage, ruinant toutes ses chances de remporter la première place. Et pourtant, au lieu de paraître dépitée, elle souriait, le vrai esprit d'une gamme limace quoi. Du coup, les Japonais se sont pris de sympathie pour elle et elle est devenue une star. Et comme elle était aussi une fervente partisane de la paix, elle faisait toujours ce signe qui est aussi le signe de la paix, le peace and love. Mais c'est plus tard que ce signe s'est vraiment développé au Japon. Je vous raconte ça après pourquoi on est là. Les enfants? Vous savez pourquoi on est là? Ok les enfants, je vous fais le topo rapidement. Là on est sur du tout cuit. Le mec, on pourrait lui servir n'importe quoi à bouffer, qui mangerait ça sans hésiter. Et en nous remerciant pour le bon repas, qui se paye avec toute la montagne de fric qui se fait tous les jours. Le meilleur des clients. Exactement. Donc allez-y, balancez les fonds de tiroir. Là on s'en fout, je prends tout ce que vous avez. Métal, missile et plastique chewing-gum. Hervé, non. Ok, on a parlé de fond de tiroir, ok. Seulement il s'agit de rester un minimum dans le respect du client quand même. Mais reste affûté, hein. On te fait signe la prochaine fois qu'on a besoin d'une vraie idée de merde. Métal, missile and plastique Bertrand. Ouch! Putain, chacha, merde! Je sais bien que t'as des bonnes idées, mais préviens avant d'en balancer des comme ça, là! Fais gaffe, Charlotte, hein. Encore une ou deux idées comme ça et c'est la promotion, là. Non merci, de toute façon tu sais bien que j'en aurais eu une depuis longtemps si j'avais voulu, hein. Ça, je te comprends, Pache. On s'en fout, personne comprend Charlotte, on en a rien à foutre, moi je m'en fous, lui s'en fout, on s'en fout tous. Hey, métal, missile and plastique Bertrand, tout le monde, allez! Métal, missile and plastique Bertrand? Ça plane pour moi, ça plane pour moi. Le signe V serait donc apparu au Japon à travers les mangas et le sport, mais comme beaucoup de choses, c'est probablement la pub qui a boosté son expansion. Et en particulier, les spécialistes pensent que l'explosion du signe de la victoire provient d'une pub pour Konica, avec comme égérie Inoue Jun, le chanteur ultra populaire du groupe The Spiders, qui faisait le signe de la paix dans la pub. Et cette théorie semble être l'une des plus validées, et elle montre le pouvoir de la pub pour propager de nouvelles modes. Voilà, on va terminer avec Debug Mode. Bonjour, bienvenue au Debug Mode. Aujourd'hui, je vais vous parler du point info, qui est une idée ou plutôt une envie de longue date. Une envie de faire une émission avec un décor en dur, mais tout petit, avec des perspectives forcées. Quelque chose qu'on voit parfois dans des émissions au Japon. Et oui, toujours le Japon. J'avoue que j'adore la télé japonaise, vous le savez déjà. Tokyo Café était déjà inspiré de la télé japonaise. Et le point info aussi, quelque part. Et donc, pour cette rentrée, on s'est dit, allez, on va le faire. On ne sait pas combien de temps No Life continuera, n'est-ce pas? Donc il faut le faire avant que, si jamais ça s'arrête, au moins pour ne pas avoir de regrets. Donc on a fait appel à Olivier Martin, qui était l'accessoiriste de France 5, mais il a aussi bossé pour le Visiteur du Futur. Pour No Life, il a fait le premier décor d'Extra Life et les pupitres pour les 6 ans. Et on lui a demandé de faire un point info à la japonaise, en fait, au Japon, mais en France aussi, hein, souvent. Mais au Japon particulièrement, dans tout ce qui est grand magasin, gare, il y a un point info, souvent bien designé, un petit peu arrondi, avec derrière des gens, des hôtesses, des hôtes qui sont là pour renseigner les passants. Donc l'idée c'est ça, c'est le point info, c'est là où on va se renseigner. Donc le lundi dans le point info, c'est les programmes à ne pas rater dans la semaine. C'est Sylvain qui s'en occupe, parce qu'il s'occupait déjà à la base d'envoyer un communiqué de presse avec les points forts de la semaine. Donc c'est une version vidéo
finalement de ce communiqué de presse. Le mardi, c'est les sorties de la semaine, ça correspond à The Place to Be, donc ça sort de 101% et ça va dans le point info. Le mercredi, c'est le point info sur No Life. Donc alors Seb se demande, et moi aussi d'ailleurs, tout le monde se demande si la nouvelle formule du point info ne va pas affaiblir les arguments de Sébastien. Tout son charisme avec sa chemise, voilà, sa prestance est un petit peu mise à mal, effectivement, par le décor du point info. Et le jeudi, c'est les nouveautés J-Musique. Peut-être que ça va être le vendredi, en tout cas pendant quelques semaines, pour des raisons de planning. C'était spécial, je me posais quand même pas mal de questions. Donc je savais que j'allais avoir un style de con, mais je savais pas exactement en termes d'intensité comment ça allait être. D'accord. J'imagine que ça s'enfile par le dessus, j'espère, parce qu'autrement on va avoir un problème. Et concrètement, est-ce que donc le poids de ça repose sur mes épaules, enfin c'est-à-dire je porte ça comme une structure? Donc Olivier a fabriqué ce point info en carton et en polystyrène, et oui, on n'a pas un gros budget, dans son atelier. Ensuite, il l'a amené à No Life. On a commencé à tourner, et sur les premiers numéros, si vous avez été un peu observateur, vous aurez remarqué qu'il y a un problème, c'est que le bandeau point info était trop haut, ce qui faisait que la tête était vraiment bas dans l'écran. On avait la tête du présentateur tout en bas et le bandeau tout en haut. Donc en fait, je lui ai envoyé une image remontée, je lui ai dit voilà, ce serait bien que le bandeau soit un peu plus bas, pour que l'image soit plus équilibrée, donc il est revenu et il a refabriqué le bandeau, et au bout d'une semaine ou deux, vous avez vu la version définitive du point info. Donc le point info, c'est pas très dur à tourner, enfin sauf pour Médoc qui a une petite phobie du polystyrène. Le bruit, il est pas naturel déjà, parce que polystyrène, c'est pas un nom naturel, il y a des Y dans tous les sens, ça n'a pas de sens. Et c'est comme vous savez, quand les craies sur les tableaux, quand on écrit mal sur un tableau, ou le coton, il y a quelque chose de désagréable dans du coton naturel, enfin on peut pas le toucher. Est-ce que tu as déjà essayé de mâcher dans du coton? Bonsoir et bienvenue dans le point info des programmes. Je vais vous détailler quelques émissions qui vont passer cette semaine et qui sont un peu à l'étroit. En fait, ce qu'on ne voit pas dans le cadre, c'est qu'on est obligé de maintenir l'ensemble du décor avec nos mains en fait en dessous. Et moi, par exemple, j'aime bien m'exprimer beaucoup avec les mains à l'écran. Alors du coup, j'ai tendance à vouloir le faire, mais je ne peux pas. Notez également que tous les points infos sont gratuits sur Noco, en accès libre. Donc vous pouvez les partager si vous voyez des infos intéressantes sur les sorties des programmes, les clips, que sais-je. Vous pouvez absolument partager le point info avec tout le monde, accès libre. Voilà. Les femmes auraient également eu leur importance dans la propagation du site de la victoire. Dans les années 80, la mode kawaii s'est lancée et dans les magazines, on pouvait voir de plus en plus de filles faire des V avec des têtes mignonnes, parce que c'est kawaii de faire bisous. Donc voilà pour ces quelques théories sur l'origine du signe de la victoire au Japon. Mais il faut savoir que la plupart des Japonais savent pas pourquoi ils le font, hein. C'est juste un automatisme, c'est inné, c'est un geste pour avoir quelque chose à faire de ses mains. Voilà, 100%, c'est fini pour aujourd'hui, à bientôt.